Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez en replay évidemment chaque soir sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui se reprennent un peu avec un CAC 40 qui renoue avec le seuil symbolique des 8000 points au gré d'un narratif de marché mouvant. On le voit au fur et à mesure des statistiques, notamment américaines, qui sont publiées ces derniers jours. Rappelons-nous, il y a 1 ou 2 mois en arrière, on était sur l'idée d'un no landing américain, pas de baisse de taux et pourquoi pas de futures hausses de taux si nécessaire du côté de la Fed. On est désormais revenu sur l'idée à minima d'un soft landing américain. On voit des données en provenance du marché du travail qui montrent quand même un rééquilibrage, une détente des tensions qu'on a pu observer ces derniers temps sur le marché de l'emploi américain. Vous aurez le détail dans un instant avec Pauline Grattel. Est-ce qu'on est dans l'idée d'un soft landing solide ou est-ce qu'il y a un risque de fragilisation supplémentaire de l'économie américaine qui nous ferait basculer peut-être dans un schéma de marché différent? On a pu le voir sur quelques séances. Les mauvaises nouvelles ont parfois été prises comme des mauvaises nouvelles par les investisseurs. On voit d'ailleurs des marchés obligataires qui ont considérablement progressé avec des taux qui se sont bien détendus. Un 10 ans américain qui est retombé au cours de cette séance autour de 4,30% avec, je le disais, des signes de détente sur le marché de l'emploi. On a eu aujourd'hui la publication des créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis qui reste positive à plus de 150 000 mais qui sont néanmoins inférieures aux attentes avec un chiffre du mois d'avril qui a également été révisé en baisse. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, on fera un pas de côté pour s'intéresser à la démocratisation des actifs privés, du non-coté avec une première étude de référence, si je puis dire, publiée par France Invest, l'association qui regroupe les acteurs du private equity notamment, pour mettre quelques chiffres quand même sur cette vague de démocratisation du non-coté auprès du grand public. Démocratisation qui a commencé un petit peu avant la période Covid, mais qui a considérablement accéléré depuis. Comment se caractérise cette vague de démocratisation des actifs privés? Nous en parlerons avec le directeur général de France Invest, Alexis Dupont, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, comme chaque soir, Pauline Grattel nous apporte les infos clés du jour sur les marchés, ces tendances, mon ami, en ouverture de Smart Bourse. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une séance de reprise, effectivement, pour les marchés actions, notamment avec un CAC 40 qui renoue avec le seuil des 8000 points. Oui, c'est ça. L'ensemble des bourses européennes remonte aujourd'hui. Le CAC 40 prend plus de 1% au cours de la séance et repasse du coup au-dessus du seuil des 8000 points avec lequel il fait le yo-yo depuis quelques temps. Le secteur technologique signe la meilleure performance du jour en Europe, toujours tiré par les records de Nvidia qui ouvre encore en hausse de 2,5% aujourd'hui. Ouais, il y a la tech et il y a la macroéconomie également qui a sans doute soutenu ce rebond des marchés actions avec des nouvelles plutôt rassurantes en provenance du marché du travail américain, rassurantes dans le sens où on voit un marché de l'emploi aux États-Unis qui continue de se détendre. Oui, les statistiques sur l'emploi américain tout au long de cette semaine montrent des signes de détente du marché du travail américain. L'enquête ADP du mois de mai montre que l'économie américaine a créé 152 000 emplois privés en mai, un chiffre inférieur au consensus. Le chiffre d'avril a été révisé à la baisse de 4 000 créations à 188 000. Cela encourage les investisseurs à penser que la Réserve fédérale américaine pourra entamer une baisse de taux au cours des prochains mois. On a vu le 10 ans américain tomber autour de 4,30% après les chiffres d'emploi. À ce sujet, la Banque du Canada aujourd'hui, la décision de la Banque du Canada aujourd'hui ne passe pas inaperçue. Elle annonce une première baisse de son principal taux directeur de 25 points de base à 4,75%. Enfin, toujours côté macro, on notera le fort rebond de l'enquête ISM Service qui remonte à 53,8 en mai après être tombé sous le seuil des 50 en avril. Et puis les marchés ont pris connaissance également de quelques statistiques pour la zone euro avec les enquêtes PMI définitives pour le mois de mai. C'est ça, en zone euro, l'activité accélère dans le secteur des services en mai à 53,2 selon les PMI définitifs publiés ce matin. L'indice composite ressort à 52,2 après 51,7 en avril, son plus haut niveau depuis un an.
Les investisseurs ont aussi pris connaissance des prix à la production industrielle pour la zone qui recule plus que prévu en avril sur un mois à moins 1%. Et puis l'actualité entreprise relativement light aujourd'hui, Pauline. Néanmoins, il y a du mouvement dans le secteur de la mode, textile, habillement. Oui, Inditex, le propriétaire de Zara, Bershka ou encore Massimo Dutti enregistre des bénéfices en hausse à 1,3 milliard d'euros sur la période. Le titre gagne 5% à Madrid et figure parmi les plus fortes hausses du Stoxx 600. Quel est le programme pour demain qui sera une journée chargée sur le plan des marchés ? Oui, les investisseurs attendent évidemment la décision de la Banque centrale européenne qui devrait sûrement abaisser son taux directeur. Toujours en zone euro, les ventes de détail du mois d'avril sont également attendues. En France, côté micro, c'est Rémi Cointreau qui publiera ses résultats annuels. Aux États-Unis, les investisseurs attendent la balance commerciale du mois d'avril. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est à nos côtés, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric. Bonsoir Grégoire. Kevin Lenoy nous accompagne également. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur associé chez Avantgarde Family Office et ravi de retrouver autour de ce plateau et de ces micros Nicolas Chéron en chair et en os. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci de faire un petit passage chez nous à l'occasion de votre venue à Paris. Vous êtes stratégiste indépendant aujourd'hui. Gardez la parole, Nicolas. Petit commentaire là sur l'ambiance de marché. Avril-mai marque quand même un petit coup d'arrêt, une consolidation latérale, comme disent les techniciens de marché. Est-ce que ça nous amène sur une pente forcément glissante pour ceux qui s'en inquiéteraient, ou est-ce que c'est simplement le signe d'une respiration avec peut-être un petit manque de catalyseur à court terme aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est cela, c'est un manque de catalyseur. Pour l'instant, un attentisme exacerbé aussi avant notamment la décision de la BCE, évidemment. Des belles performances depuis le début de l'année sur toutes les classes d'actifs. Entre janvier et mars, on a eu une envolée de plus 15% sur le Nasdaq. Qui caracole encore sur ses records historiques tirés par Nvidia. Mais quand on regarde sinon les autres actifs, on a l'or qui fait du surplace depuis 3 mois à peu près, après avoir atteint des records historiques autour de 2400 $ l'once. Le Bitcoin qui se stabilise autour des 70 000 $, même chose, attentiste sous ses records historiques, mais tout de même bien soutenu. Le CAC 40 qui fait du surplace depuis 3 mois, qui se cherche. Voilà, on cherche quoi dire pour expliquer en fait ce qu'il se passe. Je pense que les investisseurs sont dans le marché, sont confiants, sont attentistes. On a la période estivale devant nous. Une période estivale, ça peut être une période de moindre liquidité, potentiellement de trou d'air. Mais pour ce qui est de parler de retournement, de cassure, de mauvaises nouvelles, on n'y est pas pour le moment. Donc on l'évite. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé ? Je pense notamment au fait qu'on voit le rebond et le réveil des small caps, particulièrement en Europe. Peut-être que de ce point de vue-là, la situation américaine est différente de la situation européenne. Et que nous dit un peu ce signal de rattrapage de toute cette partie de la cote moyenne et petite capitalisation qui a été longtemps en sous-performance ? Il y a eu une sous-performance effectivement assez énorme de par un désintérêt des small caps. Il y a eu énormément de flux vers la gestion passive qui sont allés dans la tech et dans les grosses capitalisations. Il y a eu un désintérêt des gérants. Il y a eu des sorties de capitaux aussi chez de nombreux gérants qui sont spécialisés sur les small caps françaises et européennes. Mais on voit la matérialisation de l'espoir enfin des baisses de taux qui, en théorie, devraient être un soutien à ce pan du marché. Ce sont des taux relativement élevés qui avaient pesé en fait sur tout ce pan de la cote. Donc désormais, si ça devait se détendre de ce côté-là, mais on attend d'en savoir plus évidemment, eh bien les small caps pourraient en profiter. Donc on a vu des rattrapages. On a vu des redémarrages de small caps qui étaient attentistes depuis 6-9 mois, et puis on a des rattrapages aussi de tous les mauvais élèves. Donc là, on a vraiment un intérêt, et pour les gens qui font du stock picking notamment, on a pas mal de choses à faire sur toutes les small caps françaises. Et quand vous dites effectivement le rebond des mauvais élèves, ça veut dire que la moindre qualité arrive à rebondir parfois plus fort d'ailleurs peut-être que la qualité dans ce mouvement-là ?
On a vu en fait des sociétés qui continuaient de publier des résultats qui n'étaient pas au top, mais qui nous faisaient des prévisions un tout petit peu meilleures que précédemment et qui pouvaient engendrer des rebonds de 10, 15, 20, 30%. On a quand même plein de petites valeurs qui étaient complètement au tapis, bien et sûr. certaines depuis 1 an, 2 ans. Un champ de ruines. Je pense qu'il y a d'une part les gérants, d'autre part les particuliers. Il y a moins de choses à faire en fait sur d'autres actifs. Pour ceux qui cherchent de la volatilité, en fait, et qui s'ennuient sur les cryptos, chose qui est relativement rare. Je pense qu'en ce moment, ils sont allés typiquement sur les small caps, qui avant d'ailleurs étaient le foyer de volatilité des marchés actions. Bon, Eric, donc tous sur les small caps ? En fait, Nicolas vient de le dire, c'est-à-dire qu'en fait, pas mal d'actifs sont hauts déjà. Et donc, le marché des mid et des small, c'est the place to be. Enfin, pour l'instant, il n'y a plus que celui-là où on peut trouver de la volatilité et donc de la performance. Néanmoins, ça reste quand même déjà... Les flux ne sont pas forcément excessifs. Pour l'instant, il y a un intérêt avec des rattrapages sur des titres qui avaient été complètement massacrés. Mais pour l'instant, ça reste juste... on peut justifier parce que, effectivement, on va entériner une baisse des taux, donc on peut justifier macroéconomiquement parlant, mais il n'y a pas encore un intérêt puissant. C'est un premier étage. Oui, c'est une première étape. Oui. Et je pense que ça reste tactique. Oui, pour l'instant, oui. Et pas encore complètement stratégique. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait simplement que, justement, on atteste une baisse des taux régulière, en fait. Et donc, pour pouvoir dire les conditions financières s'allègent et on va pouvoir prendre davantage de risques et puis les entreprises lever davantage de capitaux puisqu'on y aura un peu plus d'appétit. Et c'est ça dont ont souffert, pas la plupart, mais beaucoup de petites entreprises. Donc, pour le justifier économiquement, il nous faudrait... il faudrait qu'on ait une baisse des taux régulière annoncée par les banquiers centraux. Et la BCE ne nous offrira pas cette visibilité demain ? Non, je ne crois pas. Trop tôt. Pour moi, elle va acter le processus de désinflation pour mettre tout le monde d'accord et puis pour éviter de penser qu'on pourra encore remonter. Et du coup, c'est le point de départ obligé. Il fallait absolument là pour qu'on ait une reprise du marché des mid et des small. Au fur et à mesure que dans le marché, on se persuadera que c'est effectivement un nouveau cycle qui démarre. Je comprends. Parce que je ne suis pas encore bien... Vous n'êtes pas encore sûr de ça ? Pour moi, elle accompagne. Pour l'instant, ce n'est pas encore non plus très, très puissant. Et quand on se persuadera de ça, alors effectivement, on aura un rattrapage massif parce qu'il y a un retard considérable sur ce marché-là. Kevin, comment vous regardez la situation de marché un peu globale ? Comment on peut imaginer le cycle ou les développements devant nous ? Et puis, il faut évidemment parler de l'éléphant dans la pièce, la décision de la BCE attendue demain. Est-ce que ça a déjà généré peut-être comme attente de la part des investisseurs ? Et est-ce que ça peut avoir des conséquences supplémentaires ? Une première baisse de taux en zone euro, qu'est-ce que ça change ? Alors déjà, le point de départ est relativement intéressant, je pense qu'on s'entend là-dessus, c'est qu'en effet, on arrive à une première moitié de l'année qui était relativement bonne, flatteuse, on va le dire comme ça, sur les performances, en tout cas pour les actifs risqués, on va le dire comme ça. Demain, de mon point de vue, en effet, va marquer l'introduction à un nouveau chapitre. L'introduction seulement. On va a priori, en effet, je pense que c'est consensuel, prendre acte d'un pivot réel avec évidemment une baisse des taux de la BCE. Mais évidemment, ce qui nous intéresse, comme le précisait Eric, c'est le calendrier qui peut potentiellement ensuite arriver derrière. Et c'est ça éminemment qui va nous intéresser dessus parce que la baisse des taux en tant que telle, on a l'introduction, a priori on connaît tous la musique, mais on n'a pas la partition complète. Et c'est vraiment ce qui va nous manquer demain. La baisse des taux, globalement, je pense qu'on fera tous nos choux gras ou nos articles de publication à nos clients dessus. La réalité des choses, c'est que c'est l'ensemble de la conférence qui va nous intéresser. Est-ce qu'on a demain un calendrier qui nous est non pas posé, mais qui en tout cas commence à être introduit pour un cycle accommodant. Et ça, c'est beaucoup moins certain. Donc demain, de mon point de vue, porte encore beaucoup d'incertitudes. Je le crois ainsi. On a aujourd'hui des investisseurs qui se retrouvent globalement à la confluence de beaucoup d'hypothèses. On va les tester justement beaucoup d'hypothèses. Les hypothèses macro évidemment sont testées en termes d'inflation, bien entendu, en termes de croissance. Et en plus de ça,
on quitte un scénario qu'on a revu sans cesse depuis le mois de décembre, on arrive enfin à un premier élément de réponse. Et cet élément de réponse, il est fondamental. Donc la baisse des taux, encore une fois, n'est pas un événement de mon point de vue, mais la conférence pourrait vraiment acter quelque chose de beaucoup plus important. Demain, on ne rentre a priori absolument pas dans un cycle accommodant. On est encore très loin non seulement du taux neutre, ça c'est évident, mais bien plus que ça, d'une vraie projection sur les baisses. Mais potentiellement, d'ici quelques mois, je pense qu'on pourra revenir en arrière et se dire que oui, le 6 juin, on a pris une certaine forme de pivot important sur les marchés financiers. Ouais. La Banque du Canada baisse ses taux aujourd'hui exactement sur cet argument. On constate Exactement. la désinflation, voilà, ils sont passés de 9 à 3 comme tout le monde, etc. On constate ce mouvement de désinflation, on sanctionne par une première baisse de taux. Il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure que la désinflation pourra se Le signal est nécessaire. Mais aucune banque centrale à ce stade ne parle d'un réglage de politique qui deviendrait accommodant. Absolument pas. Absolument Et pas. à la BCE, on est bien clair là-dessus. Quelques baisses de taux, ça enlèvera juste un peu du degré de restriction monétaire qu'on a infligé aujourd'hui aux économies. Quelques baisses de taux et non pas d'une seule, absolument. Donc de ce point de vue-là, on est je pars du principe que jamais un sans deux. Enfin, je veux dire, on ne peut pas en faire une première si on n'a pas en tête quand même qu'on puisse en faire une deuxième, voire une troisième, etc. Mais la question étant jusqu'où et à quelle vitesse on y va, quoi. Absolument. Donc de ce point de vue-là, on a beaucoup d'attentes. On n'aura sûrement pas les réponses demain. Je m'entends tout à fait avec Eric. On attend quand même aujourd'hui, des sujets de vocabulaire, enfin des mots globalement qui pourraient être posés, qui pourraient malgré tout nous indiquer, j'allais dire, allez, c'est une baisse au quiche pour rebondir sur la retenue, quoi. Sur la retenue. D'accord. Exactement. Ok. En restant sur la retenue. Mais c'est le signe aussi quand même que les banques centrales ont gagné en confiance dans ce processus de désinflation, dans les projections qu'elles peuvent faire aussi, même à court terme, de l'inflation. Ça a été un gros sujet quand même, la fiabilité des modèles de prévision, etc. Chapeau pour l'instant. Depuis quelques mois, visiblement, la BCE est bien plus à l'aise avec son modèle de prévision qui vise plutôt à beaucoup plus juste, en tout cas, que sur la période 2022-2023. Alors un élément qui pourrait peut-être changer la donne, c'est de montrer au marché que la BCE se soucie un peu plus de la croissance. Ce qui voudrait signifier également que si jamais on a un léger rebond de l'inflation, ça la démarque et que ça l'empêcherait pas de poursuivre son cycle. Donc sans le dire, en fait. Donc globalement, si je dis, on a bien noté que l'Europe repart, on voudrait pas que ça fasse pchit. Ça fasse pchit, voilà. On va accompagner ça. Donc déjà, c'est une façon de se dire, je ne suis pas hyper dépendant de ma prochaine statistique d'inflation si jamais il y a un 0,1 au lieu de... Voilà. Ça me permettrait de me donner un peu d'air et de donner une vision au marché. Regardez un peu au-delà, quoi. Lever la tête du guidon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a besoin. Là, du coup, je n'ai pas besoin d'avoir tous les 3 mois, mais je vois un peu plus de choses parce que je sais qu'elle va soutenir, que la priorité sera un peu, peut-être que je fais un wishful thinking, mais c'est plus important d'accompagner la croissance, et quitte à laisser, sans le dire, trop filer l'inflation. Ce qui n'est pas le cas, parce que pour l'instant, la désinflation est bien dans les cordes, ça c'est très bien. En ligne avec ce qu'imagine la Banque Centrale Européenne. Mais pour se décharger d'une pression au prochain cycle d'inflation qui ne serait pas forcément interne, si je dis OK, on va poursuivre et en surveillant la croissance, ça m'irait très très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette conversation permanente autour des banques centrales dans le marché? Est-ce que ça a autant d'impact encore aujourd'hui que quand on était vraiment dans des surprises inflationnistes majeures avec des réactions violentes et fortes des banques centrales? Est-ce que c'est un peu plus balisé? Est-ce que ça reste un sujet pour les obligataires et un peu moins concernant, j'allais dire, pour d'autres types d'investisseurs? Nicolas? Ça peut engendrer un peu de volatilité à court terme. Demain, je pense qu'on va tous faire une étude de dialectique, en fait. On va aller chercher des adjectifs pour voir s'il y a une modification de la stratégie. Je pense surtout qu'ils vont acter la réussite de leur lecture et de leur stratégie au niveau de l'inflation. Donc, et puis, la BCE sera très heureuse de baisser les taux avant la Fed. C'est clair. Et donc, après beaucoup d'hésitation, je pense que ils pourront être contents effectivement de pouvoir le faire à ce moment-là. On a une croissance qui repart un petit peu. Bon, après, si on fait le bilan depuis 2019, on a 3% de croissance du PIB, là où les États-Unis ont fait 10%. Mais bon. Mais comme dit Eric, d'où l'idée qu'elle soit peut-être un peu plus attentive ou bienveillante vis-à-vis de l'histoire de croissance qui bienveillante devant nous. Puis elle a une fenêtre de tir qui est plus agréable en quelque sorte, parce qu'il n'y a pas les élections américaines en ligne de mire. Donc elle a un peu plus les mains libres. Elle va pouvoir suivre la croissance, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. Et
Il n'est pas dit que voilà, on n'est pas encore possiblement une ou deux baisses de taux d'ici la fin de l'année par la suite. Mais encore une fois, je te rejoins, c'est pas demain qu'on va avoir un calendrier, une cible d'inflation et des choses comme ça. On va un peu rester sur notre faim, je pense. Oui, le Conseil des gouverneurs reste très divisé à ce stade sur effectivement la visibilité qu'on pourra offrir aux investisseurs à l'issue de cette première baisse de taux. Absolument. Et déjà de rajouter de la croissance entre guillemets à la feuille de route serait déjà un pas en avant qui n'est pas négligeable. Donc c'est déjà une attente qui me paraît élevée, que je demande à voir se délivrer. Par contre, ce que cela dit, c'est qu'on est en train d'ergoter en effet depuis 10 minutes sur une baisse des taux. Ça rejoint aussi ce que disait Nicolas sur les catalyseurs qui nous manquent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se focus là-dessus, c'est qu'on est arrivé au bout d'un grand nombre d'hypothèses qui viendraient soutenir les marchés ou nous permettre d'aller un peu plus loin. Parce qu'on va évidemment arriver au sujet qui fâche, à savoir ceux de certaines valorisations. On peut évidemment commencer par les small et mid, donc on va se rassurer sur le niveau des valorisations. Dès lors qu'on regarde les niveaux equity indiciels, large cap, non pas on se fait peur, c'est pas le sujet, mais on arrive sur des niveaux qui asymptotent, voire on quitte parfois le champ statistique, vous savez, les plus 1, 2 écart type. Quand on regarde aujourd'hui les niveaux S&P, les niveaux CAC, en termes de valorisation, on a besoin aujourd'hui d'avoir du gaz, si je peux me permettre l'expression. Donc et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut faire un lien direct entre petite reprise du cycle en zone euro, accompagnée par la BCE, et un momentum bénéficiaire des entreprises qui pourraient gagner un peu en traction au fur et à mesure des prochains on va avoir besoin de retrouver ce répondant-là. N'oublions pas qu'au premier semestre, on peut sembler l'oublier, mais on a eu un répondant de la micro face à la macro, on a eu un épuisement macro, et finalement on avait des publications qui étaient de très bonne alloi. Aujourd'hui, on remet la macro sur le devant parce que c'est plaisant et ça nous donne en fait le momentum, mais en réalité, il nous faut de la publication maintenant pour aller plus loin. Donc on va en effet remettre cela sur l'établi. Et encore une fois, on en a surtout besoin en termes de valorisation, parce que quand on prend nos ratios à brûle pour point, il nous manque des points de croissance encore, donc de la reprise macro certes, mais des résultats bénéficiaires pour aller beaucoup plus loin. Oui, on n'achète pas au son du canon là, quoi. Absolument pas, je ne le crois pas. Et on pourrait même remettre cela d'ailleurs sur l'établi des small et mid, parce que en réalité aujourd'hui même sur les small et mid cap, il ne faudrait pas oublier qu'on sort également d'un champ de ruine, c'était parfaitement dit, mais un champ de ruine aussi parce qu'on était en récession bénéficiaire sur l'année dernière. Donc en réalité, on a aussi un décalage de cycle de leur côté. Et donc de ce point de vue-là, il ne faudrait pas qu'on aille se confronter maintenant sur les larges à une asymptote aussi de croissance, parce que si on se retrouve avec certes de la macro qui s'améliore sur les taux, mais des niveaux de valorisation qui ne sont pas suivis de rattrapage bénéficiaire, on connaît éventuellement la suite de l'histoire. À propos de valorisation, Nicolas, je vous laisse commenter bien sûr, mais il faut absolument qu'on parle de la tech, puisque on voit bien que Nvidia, je veux dire que les taux soient 4,5, 4,60, 4, Nvidia vit sa vie un peu en dehors de cette conversation autour des banques centrales. Et donc derrière Nvidia, c'est quand même aussi le segment technologique, le Nasdaq et même la tech en Europe, qui fait bien quand même depuis le début de l'année. Est-ce que les moteurs propres à la tech sont toujours là ? Les vents porteurs, le thème de l'IA. Est-ce qu'on peut analyser la valorisation de ce secteur sans s'effrayer et en restant à peu près rationnel par rapport à ce qu'on peut imaginer ? Ou est-ce qu'il y a déjà des signaux qui doivent nous mettre un peu sur la défensive ? Il y a quelques petits signaux qui commencent à s'allumer dans le sens où on bat certains records, où on se retrouve dans des ratios qui parfois peuvent paraître un peu délirants. Quand on regarde le poids du top 10 dans le S&P 500 ou dans le Nasdaq, on voit qu'on est sur des ratios qu'on n'a pas vus depuis 20 ans, 30 ans. Et c'est jamais des choses qui ont été soutenables en fait. On avait les Magnificent 7, puis les Magnificent 5, puis 3, puis maintenant on est dans le 1. Nvidia tire tout. C'est le S&P 1. En fait, le S&P, il y a la moitié de la performance de cette année qui est due à 4-5 valeurs. C'est ça. S'il n'y a pas ça, on est relativement flat. Sur le Russell, on est complètement flat sur un an. On n'a pas bougé. Donc en fait, Nvidia, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Le marché ne fait pas grand-chose. Et il y a une volonté des opérateurs d'être dedans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opérateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels, qui courent après le papier, parce que s'ils arrivent à la fin du premier semestre, certains gérants, et qui n'ont pas de Nvidia en portefeuille, leurs clients vont un peu grincer des dents. Donc il y a un peu du FOMO, du fear of missing out, de la peur de manquer le mouvement. On voit un VIX qui est sur des plus bas de 30 ans.
Il y a on est quasi sur de l'euphorie dans certains comportements. On voit les mêmes stocks, GameStop et autres, qui de nouveau décalent. Et ça, généralement, on le voit quand on a atteint un certain paroxysme sur le reste du marché. Il y a un manque d'idées, on veut de la volatilité, donc on va aller sur de la piètre qualité. Et les mêmes stocks, c'est typique de phase de FOMO, de spéculation accrue. Voir une résurgence de ces valeurs-là, liées à la foule et au mouvement de foule. À ce moment-là, vous dites, c'est forcément un petit warning, même si ça a duré beaucoup moins longtemps qu'en 2021, mais c'est pas qualitatif. C'est pas qualitatif et on le voit également sur les réseaux. Voilà, des gens qui disent, de toute façon, Nvidia. Et ça, c'est l'apanage du marché américain, ou est-ce qu'on retrouve ces comportements et ces phénomènes en Europe, ou est-ce que la situation du marché action en Europe, avec ce qu'on a dit de l'élargissement au mid, au small, etc. Est-ce que il y a un niveau d'un marché plus sain en Europe que ce qu'on observe aux États-Unis ou... Il n'y a pas cette exubérance, en fait, cette volatilité, ce type de valeur. On n'a pas d'équivalent il n'y a que de la tech américaine. Ouais. Donc non, mais les mouvements de foule, on pourrait bien les avoir sur des valeurs européennes aussi. On aimerait bien. Oui. Tu retrouves un certain flux aujourd'hui qui pourrait... on n'est pas dans de l'excès absolu, je te rends ensuite la parole, mais sans être dans de l'excès absolu, le retour du flux, il peut quand même prêter à confusion, puisqu'encore une fois, il n'y a pas de vraie amélioration, comme tu disais en introduction, de justification fondamentale aujourd'hui, en tout cas sur l'ensemble des titres. Ouais. Et donc il y a des poches d'excès, quoi. Ouais. Quand même. Bon, sur la tech, je ne sais pas comment vous regardez ça, Eric, à ce stade, parce que forcément c'est une question, on surveille ça comme le lait sur le feu, parce que on comprend tous l'enthousiasme, et puis on a quand même tous en tête un peu aussi l'histoire des excès de marché. Donc c'est en dehors de tout ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire avant la discussion avec Nvidia, tous les paraphrases sur la baisse de taux, tout ça, c'est l'ensemble des marchés financiers, on peut dire, et là il y a le phénomène intelligence artificielle Nvidia. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des très 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 grosses entreprises américaines qui achètent des puces de Nvidia parce qu'il leur faut et ça leur coûte une blinde. Oui. Après, à un moment donné, il faudra bien se poser la question, mais qu'est-ce que ça va me rapporter en face, en fait, Pour l'instant, ça fait des beaux joujoux. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais vu de loin, c'est OK. Mais à un moment donné, quelqu'un va se dire... Bon, tu as dépensé X dizaines milliards. 50 milliards d'achats de GPU Nvidia. Et c'est quand le retour sur investissement? Alors on peut dire, oui, c'est un investissement futur, mais on a vu la même chose sur Meta. Alors, mais est-ce que c'est le moment de se poser la question de la rentabilité? On l'a fait hier, mais est-ce que le marché peut ou va s'inquiéter là, maintenant, de la rentabilité de l'IA, alors que ça fait un an que le thème est en place, qu'on déploie, alors effectivement, des GPU un peu partout dans tous les data centers disponibles. Mais, oui, donc je ne sais pas si ça va s'arrêter maintenant, mais j'ai l'impression quand même que tout est déjà dans... et que la première phase de l'IA était bien intégrée. Si on devait avoir un accident de marché, ça viendrait de là. C'est-à-dire que pour une raison dont je ne sais pas, on se pose une question ou un concurrent. Encore une fois, je ne suis pas assez spécialiste de la techno mais comme on est complètement hors marché. Ça veut dire dans la gestion, qu'est-ce que ça veut dire, Eric? Ça veut dire qu'il faut être prudent. Bien sûr. Toujours. La question, je veux dire que si mon client il veut du Nvidia, je lui en mets. Sinon, moi je peux pas. Je peux pas. D'accord. Ok. Moi je peux pas. Donc parce que c'est en dehors de. Rentrer sur du Nvidia aujourd'hui, c'est trop compliqué. Non. Alors c'est que certains l'ont fait. Ils ont pris 30% en une semaine, waouh. Qu'on peut reperdre Nicolas? en une semaine aussi. Oui, génial, mais bon... C'est un titre qui est extrêmement volatile. Oui. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu moins 30 sur Nvidia quand même. Il y a 3 mois, elle était passée de 1000 à pratiquement 750, donc 25% à peu près. Mais sur SMCI également, il y a des mouvements qui sont extrêment volatiles et spéculatifs. Après, je ne vois pas quel pourrait être cet accident. Le changement de regard, justement, là-dessus, on se pose la question sur ou un concurrent qui fait que tout le monde veut ses puces de Nvidia, mais... Il y a des baisses de prix possiblement qui pourraient se mettre en place en Chine parce qu'on a Huawei qui fait de la concurrence, il y a AMD qui court après Nvidia et qui a un retard technologique et qui essaye de revenir sur le marché et de grignoter des parts de marché.
Après, est-ce que c'est de nature à déstabiliser Nvidia et l'ensemble de ce pan de marché? Je ne sais pas. Mais il y a un flux totalement hallucinant sur tout ce qui est tech et IA. Ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont des clients d'une taille financière tellement délirante qu'effectivement, tant que ces clients considèrent qu'ils ont besoin de s'équiper et que même si pour l'instant il y a des GPU qui servent à rien, ils serviront demain, je veux dire, la puissance financière pour passer des commandes, elle est sans équivalent, quoi. Oui, mais la structure est sans équivalent non plus. On a affaire à une poignée de clients d'NVIDIA qui sont richissimes. Voilà, donc ils vont dépenser leur argent. J'ose pas croire qu'un jour on va se poser la question, est-ce que l'argent est bien dépensé? Je ne sais pas. Ah bah si, ça... Je pense qu'il y a toujours des moments de rendez-vous de ce genre-là, hein, je pense. Comment on gère ça auprès des clients privés, Kevin? J'imagine, il y en a quand même certains qui veulent être dans le thème de l'IA. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur propose pour quand même essayer d'équilibrer les risques aussi par rapport aux opportunités, hein, mais... Déjà, on y va de manière fondamentale. Je vais être très rébarbatif avec ça, mais c'est pas notre style d'investissement de faire de l'aller-retour. Donc, on se pose sur le dossier. Le dossier Nvidia n'est pas celui que je connais le mieux, certes, mais aujourd'hui, en termes de valorisation, on envoie certes un warning à nos clients, non pas sur une chute très violente, je m'entends assez bien avec toi, mais sur un certain moment, en fait, arriver là aussi au bout des hypothèses. En fait, aujourd'hui, payer Nvidia sur ces niveaux-là me choque pas dans l'absolu, parce qu'en fait, c'est très cohérent avec les niveaux de croissance présentés. Le niveau de croissance de start-up, ça se paye, hein, c'est pas un sujet. On le paye tous les jours en private equity, en fait, donc j'ai pas de sujet de ce côté-là. Par contre, la question qui va se poser, c'est de la continuité du mouvement. Et en réalité, un investisseur, aujourd'hui, quand il vient toquer pour ce type de valeur-là, je ne suis pas convaincu qu'il veuille acheter du Nvidia. Il veut acheter la performance de Nvidia, ce qui est totalement différent. Et c'est là où notre warning, entre guillemets, est, je pense, nécessaire de mon point de vue. Donc, à mon avis, c'est le sujet. En termes de retour sur investissement, je serais bien trop, je serais bien trop assertif à juger si aujourd'hui c'est un retour en investissement. Oui, non, je ne suis pas convaincu que ce soit un des plus mauvais investissements que puissent faire ces sociétés-là, d'autant plus qu'on évoque beaucoup l'IA ensemble sur ce plateau. Mais Nvidia aujourd'hui est connecté en réalité à un ensemble de technologies sous-jacentes qui vont à mon avis bien plus loin que l'intelligence artificielle au sens où on l'entendrait seulement par le ChatGPT en réalité. Mais ça veut dire, si on considère que Nvidia, pour des profils d'investisseurs qui veulent rester prudents et a un dossier compliqué, comment on met de l'IA dans son portefeuille au-delà de Nvidia? Est-ce qu'il y a une manière d'être exposé, alors j'allais dire assez purement à l'IA à travers d'autres entreprises, d'autres secteurs aujourd'hui? Oui, il y a d'autres manières de le faire. On a aujourd'hui des valeurs qui sont porteuses. On a rentré des valeurs en portefeuille qui vont y toucher, mais qui n'ont pas les mêmes performances, donc qui aujourd'hui sont déceptifs si on regarde uniquement sous le fond de la performance. Le sujet pour s'exposer à la tech, à l'intelligence artificielle et à Nvidia, je vais être très brut, c'est de faire de l'indiciel aujourd'hui. On a assez parlé sur la concentration. Aujourd'hui, nos clients achètent soit du sectoriel, pour pas faire de picking, soit de l'indiciel en réalité. Et on le sait aujourd'hui, porter du S&P en portefeuille, porter du Nasdaq en portefeuille, c'est être exposé à l'IA. Oui, à Nvidia et donc à l'IA. De l'IA de manière plus large, voilà. Absolument. Ok. Sur les small et mid cap, je veux bien qu'on revienne un peu sur comment la cote est animée par des opérations sur capital. Alors demain, il y a une nouvelle introduction en bourse, c'est l'ex-Photonis qui s'introduit à la bourse de Paris. Planisware dans les logiciels, ça a bien marché, hein. J'ai regardé là le cours de bourse, on est à un peu plus d'1 milliard de valo de capi au démarrage, on est à 1,5 milliard, 6, 7 aujourd'hui. Il y a d'autres grosses introductions en bourse en Europe, du M&A également. Est-ce qu'il y a des leçons à retenir de ces opérations à ce stade? Et est-ce que c'est le début d'une fenêtre de tir qui pourrait rester, j'allais dire, constructive de ce point de vue-là, Nicolas? En fait, lorsque l'on commence à dire que les introductions boursières se passent bien en bourse, c'est qu'il y a un petit warning qui s'allume encore une fois. Ah oui. Sur les 5 dernières années, en France, il y a 7 introductions boursières qui sont positives sur 64. Ça fait 11%. Donc 89%, c'est des pertes et qui vont parfois jusqu'à 60, 80, 90%. Très fort. Donc, c'est des boîtes qui ont été introduites à leur décharge dans des moments de marché un peu compliqués, enfin dans un cycle de marché qui a été un peu perturbé. Oui, d'accord. Oui. Mais... Ah non, mais ça c'est sûr que 80, à Paris, il n'y a pas de réussite en termes d'introduction en bourse depuis bien longtemps. On a eu quelques intros, Okawind, Stif, quelques petits noms comme ça qui ont un peu percé, qui ont pris 20, 30, parfois 40% depuis l'introduction boursière. Est-ce que pour autant je vais parler plus des introductions boursières comme d'une opportunité? Non.
Ça reste des valeurs qui, globalement, ont une liquidité qui est relativement faible. Donc, ça veut dire qu'à la moindre déception, au moindre mouvement de marché, c'est moins 25 et très rapidement. Donc, je regarde ça d'un œil amusé. Je me dis que ça fait partie, ça montre qu'on a de la confiance dans le marché, certes, mais de cette conclusion qu'il y a de la Oui, je confiance comprends. dans le marché... Ça veut dire forcément que les introductions en bourse qui viennent aujourd'hui sont des bons dossiers, ou en tout cas seront des réussites. Non, effectivement. je n'y toucherai toujours pas, et ça fait 20 ans. Ouais. Oui, non, bien sûr, pas faire de primaire. Non, mais ça c'est des règles qu'on se fixe à chacun. Eric. Encore moins maintenant, puisque je peux faire la même chose sur le même marché avec l'historique des valeurs Oui. qui ont 10 ans et qui se sont fait massacrer, où j'ai vu la réaction du marché. Là, je vais acheter une boîte qu'on me dit qu'elle est très bien, ok, super. En ordinaire, je veux bien, mais là, on est sur un marché sinistré sur les milliers de Small. Non, mais ma question n'était pas de savoir s'il fallait aller au primaire sur ExoSense, enfin Photonis, l'ex-Photonis. C'est la même question. Non, ma question c'est de savoir qu'est-ce que ça nous dit du marché. Photonis, c'est dans la défense, Planisware, c'est dans les logiciels. Quand on regarde d'où viennent ces boîtes, dans quel secteur, Ça nous dit quelque chose, hein? J'en sais rien, moi. C'est la question que je pose, oui. Et je mets ça avec les opérations sur capital. Il y a beaucoup d'augmentation de capital, ça se passe bien visiblement. Il y a du M&A qui anime la cote. Moi, j'appelle ça de l'animation de la cote, quoi. Donc, Oui, je sais pas ce que ça peut dire. Je disais tout à l'heure que le private equity voulait peut-être sortir. Il y a une recherche. là, oui, sur Photonis, oui. Sur Photonis, oui, c'est une sortie. Oui, c'est une sortie. Oui. Je rappelle que le dossier, il y avait un veto du gouvernement, parce qu'à un moment, les Américains voulaient racheter l'ex-Photonis. On est dans de l'optique pour la défense, etc. Bon, à part le fonds donc HDL de Jean-Bernard Lafonta, à l'époque, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs français et européens qui se précipitaient pour investir dans la pépite Photonis. Donc, Non, mais effectivement, il y a un fonds qui a fait le job. D'où quoi. ce point-là. Et aujourd'hui, il y a une Ouais. recherche de liquidité sûrement. On pourrait faire sûrement une émission complète là-dessus, mais c'est sûrement à mettre au regard aussi Et à l'inverse, d'un intérêt pour le marché également oui. côté. Hein, et à des l'inverse, le retraites. private equity estime qu'il y a des belles opportunités dans les small et mid cap Oui, aujourd'hui. en private. Ouais. Et au contraire, on a le flanc private et le flanc de la sortie de cote au bout. Et aujourd'hui, sur le marché coté, se posera un jour la D'accord. question justement de l'avenir du marché coté pour certains. De ce qui restera, quoi. Bien sûr. Oui. Non, mais j'ai toujours, c'est ce que je dis, j'ai toujours ce double sentiment quand j'ai vu Neoen, par exemple, sortir au bout de seulement 6 ans d'histoire boursière, alors à un prix exceptionnel, à des multiples exceptionnels, 18 fois l'EBITDA, etc. L'opération est magnifique et restera dans les annales. Mais c'est vrai que sur le plan boursier, quand je vois qu'il y a des boîtes qui sont cotées depuis 100 ou 150 ans, je me dis que 6 ans, c'est court, quoi. Deux histoires différentes. C'est pardon. très dommage. Nicolas. Ça dépend pour qui. Oui, pour nous, investisseurs. Quand on cherche des idées, effectivement, dans les small et mid, ça en fait une de moins, je suis pour nous, d'accord. investisseurs, parce que Les malheureusement, actionnaires de Neoen, ils ont été on n'a bien pas payés. énormément de sociétés qui sont cotées dans le renouvelable, qui sont de qualité en France. On avait Albioma qui était sorti il y a 1 an et demi. Il restait Neoen, il reste Voltalia dans le qui a secteur, qui a profité. Oui, il y en aura peut-être d'autres, à travers les introductions en bourse, je sais pas. Mais c'était superbe parce qu'on avait fait tout un cycle là-dessus. On avait eu la vague spéculative en 2020-21 sur tout ce qui était renouvelable, l'éclatement de la bulle avec la hausse des taux et puis les valorisations qui étaient devenues un petit peu délirantes. Ensuite, les titres ont stabilisé en 2023. Début 2024, on a eu des gros trous d'air. Moi, c'était une de mes thématiques préférées depuis le début de l'année. Ouais. Parce qu'en fait, quand on soulève le capot des marchés qui ne font que monter, eh bien, on avait comme ça des poches. Oui, c'est une ce qu'on poche disait. d'intérêt, des valeurs qui sont de qualité, où on joue une thématique très long terme et qui en plus allait profiter d'éventuelles baisses de taux. Donc il y avait un rattrapage certain à jouer, voire même un coup à long terme vers des records historiques, etc. Donc moi j'aurais bien aimé pouvoir tenir Neoen en portefeuille jusqu'à 100 € et pas me faire sortir. Ça 30. pouvait aller à 100 € À échéance 5-10 ans, je pense. Mais on verra, peut-être que Brookfield les remettra en bourse dans quelques années pour... je sais pas, mais c'est un peu frustrant. Voilà. Mais c'est... Et est-ce que c'est un marqueur du retour de cette thématique quand même des renouvelables là, que vous chassez depuis quelques temps sur le marché, Nicolas? Je pense, oui. Parce qu'on a vraiment eu un cycle de A à Z. Là, on a un redémarrage et moi, je trouve que c'est intéressant. On va de toute façon avoir besoin d'énergie et on parlait d'IA il y a quelques instants.
Rien que l'IA va nécessiter bien sûr. en fait, une puissance Bien sûr, énergétique absolument énorme. Ça s'est traduit aussi récemment par la hausse du cuivre, parce qu'on en a besoin pour l'électrification. Donc, est-ce que c'est ce flux-là qui a engendré ça? Si on est chaud sur l'IA, on est chaud sur le solaire, quoi, aussi. Ouais, Enfin, je veux dire, il y a un peu de ça, quoi. Ça peut aller de pair. Et Ah d'ailleurs, on le voit sur des valeurs américaines. On en parlait avant Ouais. cette émission. First Solar, plus 60% depuis le début Ouais, de c'est l'année. C'est un magnifique parcours ces 3 dernières années. Et c'est des thématiques sur lesquelles on va pouvoir compter dans la décennie à venir. Parce qu'américaine. Alors, Pardon. Kevin, vas-y, Kevin. Parce qu'américaine, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on peut parler des petites et moyennes qui vont sûrement en bénéficier. Sur les majors, on va avoir un vrai sujet, c'est le sujet des surcapacités à un certain moment. Et l'étau européen, et l'Europe se retrouve en plus en étau avec une zone chinoise excédentaire dans sa production et une zone américaine qui va nous redire America First, quel que soit le président élu, a priori en fin d'année. Donc sur le sujet des renouvelables, c'est pareil, c'est une thématique favorite. Passer ce rebond-là, je demande là aussi à voir ce qui va pouvoir engendrer la poursuite du mouvement, je veux dire ainsi. Pardon Eric. Non, Dieu sait si on a souffert à conserver ces valeurs-là. Mais on était des prix de rien, moins 30, moins 40. Donc des valos à la cave. Finalement, rester sur les small, c'est un espoir de se dire qu'à un moment, il y a bien quelqu'un qui trouve que ça vaut pas ça. Donc, il faut rester malgré tout ce qu'on peut souffrir sur les mid and small. Donc, voilà, c'était juste pour dire que... Il y a à la fin une sortie par le haut pour ce marché-là. Ah oui, non, encore une fois, sur des multiples quand même particulièrement élevés pour Neoen. Bon, il nous reste quelques minutes, petit tour de table. Comment, oui, toujours la question à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais enfin, c'est quoi la logique d'investissement à ce stade? Comment on équilibre un peu une allocation aujourd'hui? Est-ce qu'on a plus envie d'être sur la défensive? Est-ce qu'il faut rester constructif? Est-ce que les baisses de taux vont aider, etc. Enfin, comment ça se retrouve dans un portefeuille et une allocation aujourd'hui? Moi, je ne sors pas du marché sur les grosses valeurs actions. Je ne suis toujours pas revenu à fond sur les obligues, mais ça depuis très longtemps, parce que j'estime que le marché n'est pas stabilisé au niveau taux long. En plus, je ne suis pas hyper spécialiste non plus. Et je fais du stop picking sur les small. D'accord. Voilà. Point. Donc c'est l'univers small aujourd'hui qui est, comme vous disiez, le territoire où il fait bon être en ce moment. Kevin, pour le compte de vos clients privés, là, qu'est-ce qui fait une bonne allocation, un bon équilibre pour traverser les prochaines semaines, les prochains mois, etc. Le fait de ne pas écouter trop le bruit ambiant, je vais le dire ainsi, ça paraît évident, mais en réalité, on reste sur des valeurs fondamentales en portefeuille, donc c'est très important pour nos clients, notamment parce que c'est notre thématique de clientèle, je ne parle pas pour tout le monde. Ce qui anime nos portefeuilles, ce qui continue de les animer, c'est soit du picking fondamental, ça je viens de le dire, c'est encore de l'obligataire, globalement. Il me semble qu'on arrive... Alors, je prêche peut-être parfois dans le désert, mais il me semble qu'on arrive à la dernière fenêtre d'achat sur de l'obligataire de qualité, je le précise bien en euros et en corporate. Je dois mettre beaucoup d'adverbes là-dessus. Dans la logique de bloquer un rendement pour le futur. Absolument. On exclut évidemment le dollar de cela, parce que le dollar présente des spreads absolument déprimants aujourd'hui. Mais sur la partie européenne, on est encore relativement bien payé pour prendre un risque mineur. On arrive à s'en sortir sur du global blend, on doit être en aggregate à 110 points de base de spread. Pour le compte de nos clients, on arrive aujourd'hui à aller chercher du papier triple B, 150, 170 points de base de spread. D'accord. C'est pas effarant, mais aujourd'hui, dans un univers qui nous amène sur une baisse des taux et surtout, on l'espère, sur une normalisation inflationniste, on peut considérer que figer aujourd'hui ce rendement-là, 3-7 ans, fait sens. Ouais, ça fait le job. Absolument, notamment si on a une perte d'intérêt du monétaire dans les prochains mois. Ouais. Ça, on verra effectivement à quel rythme les gens commencent à sortir du monétaire après des flux massifs partis effectivement sur des produits de court terme, livrets ou autres, quoi. 3 produits. Le monétaire va évidemment animer sûrement les 18, je pense pas avant 18 mois, parce qu'on a un effet très très long d'inertie dessus. Et d'autant plus que la rémunération du monétaire est linéaire. Donc de ce point de vue-là, il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour l'investisseur. Il ne le retrouve pas dans l'obligataire, parce que l'obligataire nous apporte la volatilité du taux, en réalité. Donc on se retrouve embarqué en fait dans un mouvement de marché, ce qui n'est pas le cas du monétaire. Et puis sur le monétaire, on aura aussi besoin d'un arbitrage. On ne va pas vendre du monétaire, en fait, on va vouloir acheter de l'investissement, de l'equity notamment. C'est ça. Donc on a besoin, on en parlait tout à l'heure, du catalyseur pour revenir. L'autre point, c'est éventuellement le capital garanti. Ça, on en parlera beaucoup plus en gestion privée. Le capital garanti aussi va être mis sur la table, parce que là, pour le coup, on va avoir des calls qui vont arriver assez rapidement en réalité dessus. Nicolas?
Moi, j'aime bien l'idée pour notamment les jeunes investisseurs que j'accompagne d'avoir un portefeuille diversifié, multiclasse d'actifs. Donc c'est quoi le portefeuille du jeune investisseur, là, alors ? C'est ça, c'est entre 5 et 10% de crypto-monnaies, pour pas non plus avoir trop de volatilité en portefeuille, autour de 15% de métaux précieux. Moi, j'adore l'or et l'argent, et ce depuis des années, donc je continue d'aimer cette thématique, d'autant plus quand on voit en fait les achats de toutes les banques centrales à travers la planète sur l'or. Le signal, à mon avis, de la cassure des 2000-2100 $, des plus hauts historiques, c'est quelque chose de très fort et qui nous ouvre une voie pour, je pense, les années à venir. Un cycle, quoi. Ouais. Donc d'avoir soit des ETF si on veut faire de la gestion passive simplement, de l'or, des crypto-monnaies. Si on est un peu plus actif, on l'a dit je crois aujourd'hui, de faire un petit peu de stock picking et puis de garder une petite poche de cash dans l'idée où, sait-on jamais, pendant l'été, alors que tout le monde est à la plage, un joli trou d'air. Le trou d'air. Alors, ça peut arriver pendant l'été, parce que je crois que vous avez manqué de soleil dernièrement. Il faudrait que les gens veuillent en profiter. On a pas mal le même temps. Ou bien même en septembre, avant les élections américaines, puisque quand on regarde la saisonnalité des années d'élections présidentielles, les trous d'air sont relativement nombreux. Ah oui. Ouais. D'accord. Sur septembre-octobre. Bon, on suivra ça. Effectivement, la prochaine étape avant l'été, les élections américaines, c'est demain et la décision de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nicolas Chiron, stratégiste indépendant, Kevin Lenoy, directeur associé chez Avantgarde Family Office et Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des actifs privés, du non-coté et surtout de ce phénomène de démocratisation des actifs non-cotés qu'on a pu observer ces dernières années. Alors, qui a pris son essor un peu avant le Covid, mais qui a considérablement accéléré depuis. Je parle de ce phénomène de démocratisation. Et enfin, on peut mettre quelques chiffres sur ce phénomène grâce à l'enquête et l'étude qui a été réalisée par France Invest. Son directeur général, Alexis Dupont, est à mes côtés pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Merci beaucoup, mais j'attendais effectivement d'avoir une enquête comme celle que vous avez réalisée avec les données Harvest Cantalis, je crois. Avec ça, nos données, mais avec vos données et en partenariat avec Cantalis, autant pour moi, pour mettre quand même quelques chiffres sur ce phénomène. Alors qu'on accompagne, qu'on observe, qu'on décrit, qu'on commente. Ici, j'allais dire depuis presque 3 ans maintenant, Alexis. Je donne juste le périmètre de l'étude parce que c'est quand même important. Donc, c'est une étude que vous avez menée sur les fonds d'actifs privés, d'actifs non cotés, bien sûr, destinés au seul grand public. Vous avez exclut évidemment les fonds destinés aux investisseurs professionnels et même aux investisseurs non professionnels avertis, comme la classification, voilà, ceux qui sont capables d'investir plus de 100 000 euros. Donc là, on est vraiment sur la partie grand public. Et donc, du coup, l'étude a porté sur ce que j'ai vu, 89 véhicules d'investissement qui sont déployés par 27 sociétés de gestion en France. C'est ça, Alexis. Exactement. L'étude a porté en fait sur l'échantillon qui existe aujourd'hui sur le marché. Je pense que l'étude est quasi exhaustive aujourd'hui sur ce qui peut toujours y avoir des petits manques, mais globalement l'étude est exhaustive et ce qu'on voit c'est que ça concerne du coup essentiellement des FCPR. Oui, c'est ça. On met de côté FIP, FCPI qui ont des fonctionnements un peu différents. Qui ne représentent plus grand chose sur le marché aujourd'hui et puis qui sont plutôt le véhicule qui était utilisé dans le passé. Là, le mouvement qu'on voit et qu'on avait envie d'étudier un peu dans le détail et de commenter, c'est ce mouvement sur le moins de 100 000 euros mais véhicule FCPR. C'est clair. Bon, quels sont les chiffres qu'on peut mettre là-dessus, là, déjà, pour quantifier un petit peu ce que cette démocratisation a apporté, effectivement, en termes de levée, d'encours, etc. Alors, on avait déjà beaucoup de chiffres dans nos collectes antérieures sur la population au-dessus de 100 000 euros, family office, personnes physiques fortunées, françaises, étrangères. Tout ça, au global, c'est plus de 5 milliards d'euros. Mais là-dedans, on n'avait pas tout l'échantillon, on n'avait pas toute la diversité qu'on trouve pour les épargnants en dessous de ce seuil-là de 100 000 euros, CFCPR. Et on a trouvé une population qui, en fait, est à la fois très intéressante, très diversifiée et quand même déjà assez largement constituée. En encours, c'est pas loin de 8 milliards d'euros et on voit une accélération très forte puisque rien que la collecte de l'année 2023, c'est pas loin de 2 milliards d'euros. Ah oui, d'accord. Ouais. Sur 8 milliards d'encours total à fin 2023. Donc les choses accélèrent assez rapidement et d'ailleurs on le voit parce que l'âge moyen des fonds dans notre échantillon, c'est 3 ans et demi, un peu moins de 3 ans et demi. Donc ça se développe à une vitesse assez rapide. Ouais.
comment on caractérise effectivement ces fonds qui sont vraiment dédiés au grand public? Quels sont les points de différence majeurs avec la manière dont les institutionnels, eux, et depuis longtemps, se sont investis dans des stratégies, des véhicules d'actifs non cotés? Il y a des similarités, puis il y a des vraies différences, notamment en termes de constitution. Nous, ce qui nous a quand même beaucoup surpris, c'est que c'est vraiment du non-coté. C'est pas du capital investissement, du private equity, c'est du non-coté. Au sens large. Au sens large. Les actifs sous-jacents, en fait, sont beaucoup plus diversifiés que ceux à quoi on pouvait s'attendre. Il y a une part importante de dette privée, d'equity, du primaire, du secondaire, des liquidités, parfois des actifs cotés. Donc on a vraiment des produits, c'est une classe d'actifs nouvelle en fait, en train de se déployer sous nos yeux. Et avec des différences du coup avec le monde institutionnel, ça fonctionne plutôt en appel immédiat, là où le monde institutionnel fait ce qu'on appelle de l'appel progressif de capitaux en fonction des besoins. Les sous-jacents sont plutôt plus matures en moyenne, avec des courbes, ce qu'on appelle la courbe en J, donc la façon dont la valeur se crée dans le temps, qui sont un peu moins creusées. Donc on a des choses qui sont un petit peu plus lissées. C'est quelque chose d'autre. C'est plus dérisqué, on peut le dire comme ça, Alexis? Ça reste des placements oui, à risque, forcément. Non, mais bien sûr, tous les disclaimers s'allument, voilà, etc. Mais dans cette fameuse courbe en J, là, c'est des... Mais on voit que le mix d'actifs, le mélange entre l'equity, la dette, des actifs plus matures parfois, parce que le secondaire, on a des actifs qui sont déjà un petit peu plus loin dans la courbe de maturité, donc qui sont à un niveau de rendement risque qui est un petit peu différent. Tout ça contribue à avoir des profils d'investissement, de rendement risque qui sont un peu différents aussi pour les épargnants. Donc c'est assez intéressant. Ouais. Pourquoi l'industrie a fait ce choix des appels immédiats, effectivement, en capital pour cette population grand public par rapport à ce qui se pratique traditionnellement, j'allais dire, dans cette industrie? Les véhicules ont été conçus pour ça, et puis c'est des problématiques assez pratico-pratiques. Ouais. C'est comme un syndic de copropriété. Quand il faut appeler les charges tous les mois, c'est compliqué. D'accord. Ah oui, c'est juste la gestion de la programmation de la trésorerie disponible, etc. pour... Oui, il y a des problématiques techniques. Sur des véhicules avec... entre guillemets, peu d'investisseurs, plus avertis, mais qui peuvent quand même être des personnes physiques, des entrepreneurs, ça peut encore fonctionner. Mais c'est vrai que quand on descend sur des véhicules qui sont commercialisés à beaucoup de gens, à des moments différents, on voit le poids des evergreens d'ailleurs dans ce paysage-là, mais on y reviendra peut-être. Ce sont des schémas en fait qui fonctionnent plus de façon simple. Donc allons-y, fonds evergreen, puisque c'est la grande majorité des fonds sur les je sais plus 90 ou 89 véhicules que vous avez regardés. La très large majorité, voire l'unanimité quasiment, sont des fonds ce qu'on appelle evergreen. Alors pas forcément l'unanimité, mais c'est vrai que c'est un schéma qui est vraiment surreprésenté en nombre et en poids par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché institutionnel dans cette nouvelle offre retail non coté qui est en train de se déployer. C'est pas illogique parce que un des enjeux des fonds evergreen, c'est de permettre une forme de gestion de la liquidité. Alors après, on va pas transformer des actifs illiquides en actifs liquides. On crée de la valeur dans le temps, on sait pas faire autrement. Donc on ne fera pas de miracle. Mais c'est une partie de la réponse à ces problématiques de liquidité qui reste importante pour les épargnants. Et puis le fonds Evergreen, il est non daté. Donc oui, c'est ça. Il faut expliquer. Evergreen, il n'y a pas de date de fin. Enfin, il y en a une. C'est souvent des fonds semi-liquides avec des possibilités de sortie qui peuvent être plus ou moins fréquentes selon les véhicules. Donc par rapport aux fonds fermés au rachat de capital investissement, c'est 10 ans. C'est un tunnel. Voilà, exactement, un tunnel, on sort jamais. Là, il y a des possibilités dans ce type de fonds. Et un autre avantage que ça présente, c'est que ce sont des véhicules qui du coup peuvent rester longtemps sur l'étagère de réseaux de distribution. Et on voit d'ailleurs que le marché est beaucoup en train de s'intermédier par le biais de l'assurance vie en unité de compte, et donc qui présente des avantages non négligeables. Après, le marché se crée avec une diversité. Il y a différentes stratégies. On n'est pas en train de dire qu'il y a quelque chose d'unique, mais c'était marquant dans ces résultats. C'est une caractéristique marquante, notamment par rapport, encore une fois, aux pratiques traditionnelles dédiées à des clients plus sophistiqués ou institutionnels en l'occurrence. Effectivement, intéressant de savoir comment le grand public et ses épargnants particuliers accèdent à ce private equity. Et là aussi, l'étude réalisée montre que l'assurance vie reste l'enveloppe privilégiée pour accéder à ces unités de compte, en l'occurrence. Oui, ce qui n'est pas surprenant, puisque la classe d'actifs est quand même quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce qu'on peut trouver de façon plus traditionnelle chez un distributeur. Donc c'est intéressant d'avoir une distribution intermédiaire par des réseaux qui sont capables d'expliquer, de présenter. Voilà. D'ailleurs, il faut qu'on travaille aussi beaucoup à la formation de ces réseaux, parce qu'il faut que l'information donnée aux épargnants soit très claire, précise,
non trompeuses. Donc c'est un vrai travail pour nous. Mais c'est pas surprenant. Et puis l'assurance vie, c'est un élément incontournable dans le paysage français. Pierre angulaire, effectivement, de la gestion de l'épargne. C'est étonnant, effectivement. Nous, on pense qu'il y a aussi un gros potentiel que l'étude ne reflète pas encore beaucoup, qui est sur l'épargne retraite. Parce qu'un des principaux freins ou problèmes parfois évoqués par rapport à la diffusion du non-coté dans l'épargne, c'est la liquidité au sens horizon de placement. Oui. Dans l'épargne retraite, quand vous investissez à 20 ans ou 30 ans, c'est un effet qui se gomme complètement. Donc ça a beaucoup de sens et on pense que la loi Industrie verte va beaucoup faire accélérer. D'autant qu'il y a eu un réel engouement pour les produits d'épargne retraite depuis leur création. Parce que ça a beaucoup de sens. Quelque part, c'est un rattrapage par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis ou autres, où il y a une part de non-coté qui reste résiduelle, mais qui est beaucoup plus importante que ce qu'on peut trouver dans les produits français. Est-ce que l'adaptation de ces produits au grand public, notamment sur l'aspect liquidité, etc., est-ce que ça s'est fait au détriment de la performance ou pas ? Qu'est-ce que vous avez pu mesurer de ce point de vue-là, sachant encore une fois qu'on est sur des historiques de performance encore jeunes en la matière ? Voilà, faut être très prudent là-dessus. Les historiques sont relativement jeunes, et puis les performances passées ne préjugent pas des performances futures comme chacun sait, donc il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, ce qu'on voit dans cette étude, qui est factuelle par rapport à ce qu'on identifie sur le marché, c'est qu'à âge de véhicule équivalent, ça n'a visiblement pas d'impact très important parce que la constitution des portefeuilles, le timing dans lequel ces portefeuilles se constituent peut permettre de lisser des effets différentiels. Après, évidemment, quand vous avez un fonds Evergreen dans lequel vous avez un petit peu de liquidité pour faire face à des rachats, il y a un arbitrage entre liquidité et performance qui peut se faire, mais qui n'est pas si significatif que ça. Encore une fois, tout ça à prendre avec prudence et à apprécier dans le temps ce qu'on fera, nous, année après année. On a eu en revanche la satisfaction de constater que les moteurs de performance, au sens le multiple d'investissements qu'on pouvait trouver, étaient finalement pas si différents dans son approche que ce qu'on peut voir dans le monde institutionnel. D'accord. Bien que les actifs sous-jacents soient finalement assez différents. Ouais, je comprends. Et on aurait pu s'attendre à des différences qu'on n'a pas constatées aujourd'hui. Là aussi, il faut voir comment tout ça évoluera dans le temps, mais c'était plutôt positif. Ouais. Est-ce que les grands publics, les clients privés qui se sont intéressés à ces actifs non cotés, l'ont fait aussi avec des motivations d'impact ? Je pense que c'est toujours une motivation quand on s'intéresse au capital investissement. D'abord, aujourd'hui, il y a quand même finalement une offre qui émerge tout juste, mais qui part de pas grand-chose sur le marché. Et le moteur principal de ce qu'on mesure, on fait des sondages régulièrement pour voir ce qui intéresse les épargnants dans ce type de placement. Alors, la performance, ça revient, ça c'est assez normal, mais c'est pas le seul moteur du tout. L'aspect financer des PME, des ETI ou évidemment des startups avec une dimension locale, puisque l'essentiel de nos investissements aujourd'hui, plus de 80% est en France, avec un placement, je dirais, tangible, qui souvent qu'on peut expliquer à sa grand-mère, c'est-à-dire même si on ne rentre pas dans les détails techniques, on comprend peut-être l'entreprise du coin de la rue, quoi. C'est peut-être la PME du coin de la rue, dans laquelle d'ailleurs peut-être qu'on travaille. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est parlant et qui est recherché par les épargnants, presque plus que les objectifs de performance. Mais on le voit à travers les véhicules qui sont proposés. Il y a alors, il y a toute une classification, effectivement, autour du degré d'impact ou du degré d'engagement extra-financier qu'on veut apporter. Est-ce que ça se retrouve ou est-ce que c'est assez blend de ce point de vue-là ? Non, d'abord, je pense que tous, mais c'est vrai au-delà du retail, tous les acteurs du capital investissement aujourd'hui, quand ils investissent dans une entreprise à 10 ans, aujourd'hui, ne peuvent pas faire l'impasse sur le fait de la transformer sur le plan de la durabilité. Donc là, ils le font tous. Après, ils le reflètent plus ou moins dans leurs éléments marketing. Et là-dessus, je pense que tout le monde est très prudent aussi pour rien dire d'inexact ou de trompeur. D'exagéré, oui. Mais au-delà de la durabilité, je pense que l'épargnant va chercher le sens, la cible d'investissement qu'on comprend, qu'on a envie d'aider, enfin une forme d'affection presque dans ce qui est fait. Ouais. Bon, très intéressant. En tout cas, voilà, je retiens c'est 8 milliards d'encours pour le grand public dans le non-coté avec le mouvement de démocratisation de ces dernières années et 2 milliards levés en 2023. Et ça grandit beaucoup. On n'a pas parlé des frais. On a quand même eu la satisfaction de constater que ce qu'on voit souvent reflété dans les publications diverses, ce sont des frais maximum qui sont dans les documents commerciaux, parce que c'est la seule information qui existe publiquement.
On avait cette intuition, mais quand on regarde en pratique, les frais réels, ils sont bien en dessous des frais maximum, ce qui est bien normal, mais c'est quand même important de le dire. D'accord, effectivement. Oui. Quand je parlais du rendement net de frais, moi, c'est forcément il n'y a que ça qui compte à la fin de la journée. Merci beaucoup, Alexis. En tout cas, nous avons apporté ces éléments d'analyse. Je sais pas, l'étude n'est pas disponible, non, je crois. Enfin, elle va l'être bientôt. Elle le sera bientôt. Voilà. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, voilà, il y a des grands chiffres. Vous pourrez retrouver l'entretien en replay et l'étude peut-être bientôt disponible chez France Invest. Alexis Dupont, directeur général de France Invest, qui était avec nous en plateau pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.